Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de cet atelier cyber, donc sur cette édition de Big 2023. Donc je me présente, je suis Sébastien Montusclin, direction d'expertise BPI France et je m'occupe des sujets numériques et notamment des sujets cyber. Donc cette année, on va vous présenter une session donc cyber autour du travailler ensemble, notamment autour de l'innovation. Parce qu'en fait, c'est un axe effectivement un petit peu novateur, comme va pouvoir nous l'expliquer Yann du campus tout à l'heure. Les attaquants, eux, ils arrivent à structurer, à travailler en un réel écosystème. Donc voilà, il faut aussi que nous, on s'organise de façon certaine. Et dans cette session, on abordera aussi les traditionnels sujets de sensibilisation et de mise à l'échelle de la protection cyber au sein notamment des PME et des ETI, un sujet crucial. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Yann Bonnet. Bonjour à tous, donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler, comme tu disais, innovation, PME, cybersécurité. Vous n'entendez pas. Je ne sais pas si on peut monter, il paraît qu'on n'entend pas trop. On va parler cybersécurité, innovation, PME. Vous savez que la cybersécurité, on en parle quasiment tous les jours. Tout le monde est concerné, tout le monde est connecté, tout le monde est concerné. Et on voit, d'après les derniers chiffres de l'ANSSI de l'année dernière, que 73% des attaques s'orientent vers les PME, les collectivités, les hôpitaux. Les PME, c'est 4 millions d'acteurs au niveau français. Donc c'est un énorme enjeu. Comment on adresse ce défi de protéger ces PME? Est-ce que ça passe notamment par l'innovation? C'est des sujets qu'on va discuter. Donc la table ronde va être en deux séquences. Une première, on va s'adresser plus sur le sujet de l'innovation, puis ensuite, on va se concentrer sur la partie plus PME. Alors, pour ce faire, on a la chance d'avoir parmi nous Florent Kirchner, qui est le coordinateur national de la stratégie d'accélération cyber, qui est rattaché au SGPI, donc service du Premier ministre. Voilà, peut-être que tu peux rappeler un peu, Florent, cette stratégie qui date de février 2021, il me semble. Donc c'est quand même 1 milliard d'euros. Donc les moyens ont été mis sur la table, sont assez considérables de la part de l'État. Est-ce que tu veux nous rappeler peut-être un peu les grands objectifs ou les enjeux qu'il y a derrière cette stratégie? Bien sûr. D'abord, merci, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est avant tout, d'abord, une stratégie qui s'inscrit dans un environnement que je n'ai pas besoin de rappeler en termes de cyber. La question de la menace, la question de le niveau d'exposition qu'on a tous les uns et les autres en tant que citoyens, mais également en tant qu'institution, entreprise, est très élevé. Et donc, dans ce contexte-là, il faut arriver à travailler et avancer par l'innovation. Et ça passe en particulier par ce plan très général, très grand, très large, très ambitieux, qui est France 2030 et qui consacre en tout 54 milliards d'euros à l'innovation en France, et avec des objectifs nombreux, mais au niveau de France 2030, 3 que je voudrais souligner avec vous. Le premier, c'est d'accompagner les ruptures, donc en particulier côté cyber, en termes de menaces et en termes de périmètre à protéger. D'accompagner ces ruptures-là avec de l'innovation technologique. Ce n'est pas la seule réponse, mais par contre, la mission de France 2030, c'est d'accompagner et d'appuyer la partie innovation technologique. Et puis, de l'autre côté, le deuxième sujet, de le faire en maîtrisant les technologies du numérique qu'on utilise. Avec toute cette notion de maîtrise qu'il y a derrière, et on voit bien que les questions de cybersécurité font partie intégrante, si ce n'est primaire, de cette notion de maîtrise du numérique. Et puis le troisième sujet, et il est aussi important à rappeler dans le cadre de France 2030, et vous allez voir ça se décline dans la cyber, c'est de créer au passage des champions européens, mondiaux, dans les domaines respectifs à travers l'innovation et en particulier en cybersécurité. Et c'est pour ça qu'on décline ces objectifs-là, typiquement en disant qu'on souhaite doubler le nombre d'emplois en cybersécurité, faire plus que 3,5 fois le chiffre d'affaires de la filière cyber, faire émerger 3 licornes de la cyber en France, qui sont les objectifs plus dédiés de la stratégie. Pour ça, on a un certain nombre d'outils, on a un certain nombre de façons d'intervenir sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, il y a 20 mesures en tout et je ne vous ferai pas le compte exact de ces 20 mesures-là, mais il faut comprendre que ces mesures, elles se classent en 2 grandes parties. La première, c'est la pompe d'innovation. Une pompe d'innovation, c'est quelque chose qui permet de façon répétée, efficace, de transformer des idées, des concepts, de la recherche en résultats opérationnels. Et tout le chemin qui va depuis l'idée, la recherche, le transfert technologique, puis ensuite la maturation de ces idées-là, la mise en œuvre dans les écosystèmes.
La deuxième moitié de ça, c'est tout ce qui permet de supporter cette pompe. Et en particulier, on y reviendra un petit peu plus tard, les notions de formation, le fait de disposer d'un écosystème qui permet d'accompagner les entrepreneurs et qui soit favorable à l'entrepreneuriat en cybersécurité, le fait d'avoir des lieux de cybersécurité et en particulier le campus cyber qui est vraiment une mesure phare de la stratégie et sur lequel on crée ces lieux-là. Et j'y tiens au pluriel parce que c'est des lieux qui sont évidemment physiques et on voit la valeur de l'implantation, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est aussi des lieux de commun partagé, d'accord, et donc d'objets, de valeurs, de logiciels, de données des fois, de méthodologies qui sont partagées. Donc on est dans un lieu au sens un peu plus abstrait, mais un lieu particulièrement important. Et puis la dernière mesure transverse, c'est également en support de la pompe d'innovation, de mettre ensemble et de pouvoir mutualiser les données qui sont produites à travers tout le cycle d'innovation et qui sert à faire avancer la cybersécurité. Voilà un peu où en est la stratégie. Et très brièvement, on en est où de la stratégie? Puis comment tu vois, je sais pas, quels sont les grands faits marquants ou quelles sont les prochaines étapes? Puisqu'on est à peu près à la moitié du planning, les objectifs étaient fixés pour 2025. On en est un petit peu moins de la moitié, mais pas très loin, effectivement. Globalement, on a 52 000 emplois, on est parti de 37 000, donc 52 000 emplois en fin 2022, d'après l'Observatoire de la CN, qui est repris par le Cyberscope cette année. On n'entend pas, je vais vous tenir plus près alors. Toujours pas? Ça marche mieux ou... Ouais. Donc le 52 000 emplois, le chiffre d'affaires de la filière progresse de façon significative à 2 chiffres depuis quelques années maintenant. On a aussi une levée des levées de fonds qui sont significatives. 146 millions d'euros qui ont été levés par toutes les entreprises du Grand Défi Cyber par exemple. Et donc ça c'est également significatif. Et puis pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui arrive maintenant, en fait on continue d'avancer sur la pompe d'innovation. Donc on a lancé cette année le programme de recherche de la stratégie avec mobilise 200 chercheurs à travers la France, d'accord, et donc ils travaillent sur les sujets clés de demain en cybersécurité, dont la protection des données, l'évaluation des systèmes, la supervision et de nouvelles générations de certains de ces systèmes-là. Le programme de transfert qui est hébergé au campus cyber et qui fait le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat en faisant travailler ensemble les gens sur des thématiques partagées. Et puis la suite du développement des technologies qui sont critiques en cybersécurité avec depuis l'été en fait le lancement de l'appel à projet de développement des technologies critiques pour l'évaluation, c'est-à-dire pour répondre à la question comment est-ce que je fais pour sécuriser, pour garantir la confiance que je peux mettre dans un système, dans un composant, dans un logiciel, dans une organisation, dans un service, qui sont des éléments importants. Et puis, au-delà de ça, et on y reviendra probablement, la saison 2 de la partie formation, l'expansion des campus cyber dans les territoires et dans les régions, la 3e promotion du Cyber Booster avec en tout 27 entreprises accompagnées à travers les 3 premières promotions et la 4e qui est ouverte là. Et puis sur la partie mutualisation de données, 2 beaux projets qui tournent autour de la mutualisation de données CTI et probablement encore d'autres choses qui arrivent et que je vous annoncerai un petit peu plus tard. Je veux juste rajouter un dernier point qui est particulièrement important parce que cette année ce qui s'est passé aussi c'est l'articulation entre la stratégie nationale cyber que je viens de vous décrire et puis le niveau européen qui se met en place à Bucarest. Vous avez peut-être entendu parler de la création du centre de compétences européen à Bucarest, qui pilote les investissements européens en termes de développement capacitaire en cybersécurité. C'est quand même 1,5 milliard dans les quelques prochaines années qui vont être pilotés sur ce sujet-là. Et là, c'est bien mon rôle également de représenter la France et la stratégie dans cette projection-là au niveau européen, qui vient de publier, là, un petit peu avant l'été, son agenda stratégique dans lequel, en particulier, on pourra y revenir un petit peu plus tard, la stratégie PME et la place des PME est reconnue comme un sujet important à traiter, y compris au niveau européen. Super. Merci beaucoup, Florent, pour cet éclairage. Maintenant, je vais m'adresser donc à Fabien. Fabien Guénier, tu es responsable du studio des communs au campus cyber. Alors, le campus, l'idée, c'est d'être plus fort ensemble. C'est de faire levier sur l'écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette notion de commun de la cyber et comment fonctionne ton équipe, ce fameux studio des communs? Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, cette idée de commun, elle est assez simple à exprimer. C'est comment réussir à partager des ressources et les développer ensemble.
Alors, si on a choisi de travailler avec cette notion de commun ou à partir des communs pour faire de l'innovation, c'est en grande partie pour pouvoir répondre aux 3 défis stratégiques qui ont été présentés par Florent juste avant. Et c'est un vrai pari. C'est-à-dire que la cybersécurité a tendance à dire que pour être bien sécurisé, il faut être cloisonné. Et nous, on arrive en disant, pour augmenter notre innovation, notre vitesse d'innovation et la propagation de notre innovation française, il faut partager et travailler ensemble. Donc on est parti en se disant, mais comment est-ce qu'on va réussir ce pari ? Alors on a réussi ce pari et on tend à avoir des preuves de réussite depuis ces derniers mois en s'assurant qu'on a les bons acteurs aux bons endroits. Pour avoir les bons acteurs, on leur demande simplement de trouver les thématiques pour lesquelles il y a un enjeu d'intérêt business qui dépasse les enjeux de concurrence français. Une fois qu'on a trouvé ces enjeux-là, on leur donne du temps pour exprimer sur ces enjeux quels sont les espaces sur lesquels ils sont prêts à travailler ensemble qui vont leur permettre de répartir à la fois le coût de l'investissement et le risque de l'innovation. Une fois qu'on a trouvé ces espaces-là, on commence à travailler ensemble. La vocation des communs tels que nous, on la prodigue, c'est de créer des ressources technologiques. Ces ressources technologiques, elles vont être après partagées à l'ensemble de l'écosystème français parce qu'on se dit qu'on n'est jamais... c'est très difficile d'identifier quelle va être l'origine d'une innovation. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que si on fournit un maximum de terreau, un maximum d'accès, si on réduit les barrières à l'innovation pour l'ensemble des acteurs et des entrepreneurs de la cybersécurité, alors on va favoriser l'innovation. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ce système. Pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 650 participants à chacune de nos communautés d'intérêt. Ces communautés d'intérêt ont produit aujourd'hui entre une vingtaine de communs qui vont au début de certains simples, ça va être des guides pratiques et après des objets beaucoup plus complexes puisqu'on va avoir des doctrines d'échange en matière d'information. On va avoir des plateformes d'échange de données sur l'analyse de la menace, des plateformes sur le développement d'IA. Et là, on est en train de travailler aussi à la cybersécurisation du Web3. On est en train de développer des red teams, donc des entreprises qui s'organisent à plusieurs pour attaquer et auditer des nœuds de blockchain ou des smart contracts. Et donc là où c'est génial, c'est que quand on a 5 entreprises qui vont travailler ensemble, c'est 5 entreprises qui progressent et qui partagent leurs résultats. Donc en fait, c'est l'ensemble de l'écosystème français qui va progresser sur la scène française, mais aussi internationale. Puisque nos productions servent aussi à obtenir des places pour parler sur des salons internationaux et défendre une philosophie française de la cybersécurité. Donc on va les présenter par exemple très concrètement le mois prochain à Berlin, la doctrine d'échange de données telle que nous on la conçoit en France. Et ça n'a jamais été fait auparavant. Notre but c'est évidemment de défendre la façon de voir de l'avenir du numérique, cette façon française, et puis d'obtenir des standards. Puisque si on a des standards qui proviennent de notre écosystème, ça crée aussi un avantage concurrentiel. Et là, on en revient à nos enjeux stratégiques, créer de l'emploi, sortir des licornes, 3 licornes françaises, et puis obtenir, multiplier par 3 le nombre d'employés de la cybersécurité française. Super clair. Toutes les ressources sont disponibles sur le wiki du campus, wiki.campuscyber.fr. Vous pouvez retrouver l'avancement, certains communs. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots l'impact que tu vois sur l'innovation, peut-être sur un cas ou 2, sur CTI, IA ou d'autres ? Alors on peut prendre 2 cas. Un rapide qui va être plutôt sur le cas de l'accompagnement à l'orientation. Ce dont on s'est rendu compte avec un groupe de travail dédié à la formation qui contient à peu près 40 organisations, c'est que la façon d'aborder les métiers et les compétences associées aux métiers était très disparate sur l'univers cyber français. Donc on a développé un premier produit qu'on a appelé une matrice des compétences qui a fait la révision de 50 métiers de la cybersécurité qu'on a fait avec l'éducation nationale pour y associer tous les types de compétences associées. Et en fait, cette matrice, maintenant, elle est utilisée à la fois par l'éducation nationale, par les écoles privées pour redéfinir leur modèle de formation et combler les trous. Ça sert aussi à discuter avec les industriels à la fois pour s'assurer que les bonnes compétences sont aux beaux endroits, de trouver des intervenants. Et puis, ça permet au service RH des entreprises françaises de développer des plans de carrière
issus du monde de la cybersécurité, ce qui avant n'existait pas. Et nous, ça nous permet en fait maintenant de rendre très lisible l'accès au monde de la cybersécurité, de faciliter l'émergence de profils. Parce que vous le savez peut-être, on est en recherche de 15 000 profils en cybersécurité. On pense que ça va largement augmenter, surtout quand on vient de vous dire qu'on voulait augmenter par 3 le nombre d'employés. Donc a priori, on devrait avoir beaucoup de monde à venir. Et puis on a un autre modèle, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, modèle de CTI. La CTI, c'est l'analyse du comportement des attaquants. Quand on sait comment les attaquants se comportent, on sait se protéger. Or, cette analyse, ce sont des données qui se vendent pour les entreprises. C'est un modèle d'affaires, normalement. Ce qui s'est passé, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont accepté de partager un tout petit bout de leur modèle d'affaires pour permettre de créer une plateforme CTI à destination des ETI et PME, parce que ces entreprises sont très peu sensibilisées à l'usage de la CTI. Donc, on va utiliser cette plateforme pour développer l'usage de l'analyse de la menace sur des nouveaux secteurs, ce qui va permettre en rebond, on l'espère en tout cas, d'augmenter les segments de marché et d'augmenter le chiffre d'affaires global qui va être produit par ces entreprises. Ça, on le fait au niveau français. Et maintenant, cette même plateforme, pour la développer, on a créé une doctrine d'échange. Eh bien, on va la présenter au niveau européen pour qu'à nouveau, à travers cette plateforme, on puisse défendre une philosophie française du partage de la menace. Et on espère évidemment aller présenter nos travaux sur la scène internationale. Ce qui, comme vous vous en doutez, ça va aider, en tout cas on l'espère, ça aidera nos entreprises à accéder à des nouveaux marchés. Et puis, si jamais ça peut aider à obtenir des licornes françaises en matière d'analyse de la menace, on en sera ravis. Merci, merci Fabien. Et c'est, je pense, un super exemple où quand l'écosystème français travaille ensemble, et on arrive à être plus fort et c'est vraiment une initiative à suivre. Alors maintenant, je m'adresse à Jacques de la Rivière. Donc Jacques, tu es le patron, le CEO de GetWatcher, qui est une scale-up, peut-être une future licorne parmi les 3 licornes qu'on espère avoir. Tu fais partie de l'aventure Campus Cyber depuis l'origine. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots en tant que patron d'une scale-up? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu en retires? Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Jacques de la Rivière, le président et cofondateur de GetWatcher. Donc, nous, on est spécialisé en cybersécurité, évidemment, et on fait des sensors qui captent l'activité réseau d'une entreprise pour repérer les menaces cyber sur les réseaux. C'est une obligation légale pour de nombreuses entités critiques en France et en Europe. Et c'est un métier qui permet de repérer les menaces au plus près pour les arrêter en temps réel. Donc effectivement, comme tu le dis Yann, nous on est un des membres fondateurs du Cybercampus et en fait notre constat de départ, c'est que comme l'ont dit Fabien et Florian, on a un manque de ressources énorme en cyber. Il y a de nombreux RSSI, donc responsables cyber, qui sont proches du burn-out, et même l'ensemble des ressources de la cyber sont vraiment surmenées, surchargées et passe de crise en crise en permanence. Et donc, la valeur essentielle là-dedans, c'est quoi? C'est le temps. En fait, on manque de temps pour se parler entre nous, pour échanger et pour accélérer le business et pour se voir. Et donc, quand cette idée du campus cyber a émergé, on s'est dit, tiens, c'est un lieu physique post-Covid où on a tous été dispatchés en remote à travers la France ou le monde. On va pouvoir se retrouver donc déjà nous en interne aussi, mais avec nos partenaires, avec les institutions, avec les autorités de certification. Et en fait, ce lieu, c'est le lieu où on croise tous les jours à la cantine, dans le hall, dans les couloirs, dans les ascenseurs, nos clients, nos partenaires, nos salariés, et en fait, avec qui on arrive à prendre des décisions très rapidement pour faire accélérer les projets. Il y a une grosse partie du business en cyber qui est perdue parce que les ressources de nos clients n'ont pas le temps de mener tous les projets. Et donc justement, en fait, ce lieu, il est là pour que les projets soient mis en place plus rapidement et que nos clients puissent investir dans des bonnes conditions et exécuter leur roadmap le plus vite possible.
Et justement, alors pour les clients, est-ce que tu vois un impact d'être au campus vis-à-vis des clients? Est-ce que ça te... Disons que, comme vous l'avez vu aussi, la cyber, elle est passée de l'âge de pierre il y a à peine 5-6 ans. Les experts cyber étaient un peu au fond de la cave dans les entreprises et on est sorti le jour où il y avait une crise. Et les crises se sont accélérées. Et en fait, comme je parlais de cette surcharge des métiers cyber, ce lieu, il apporte aussi du prestige. C'est un très beau bâtiment. Et donc les clients, les partenaires et même les fournisseurs internationaux ou les délégations internationales ont envie de venir pour être dans ce lieu prestigieux. Et donc ça crée une attraction très forte et évidemment ça accélère les rencontres. Okay, super. Donc lieu pour protéger, mais aussi pour faire rayonner l'excellence française. Alors maintenant, je vais me tourner vers Laurent Oserman. Donc toi, tu es multi-entrepreneur, maintenant à succès et investisseur. Peut-être que tu peux dire 2 mots un peu sur ton parcours. Oui, moi ça fait 20 ans que je fais des produits dans la cybersécurité, toujours à des fonctions de produits technologiques. Et notamment, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Centrio en 2014, qui est aujourd'hui une entité qui fait partie du groupe Cisco, puisqu'on a vendu l'entreprise à Cisco en 2019. Et le produit continue. Cisco a investi en France de façon assez considérable. Et je pense que ça fait aussi partie de l'écosystème, c'est-à-dire savoir créer des boîtes, savoir les développer, savoir attirer des capitaux internationaux sur le territoire français. Ok, super. C'est quoi un peu ta vision justement en tant qu'entrepreneur, investisseur sur le marché des startups en France? Qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins? On a tous les ans, depuis quelques années, la BPI qui sort le fameux radar des startups en cybersécurité. Voilà, c'est quoi un peu ta vision? Je pense que depuis il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on était vraiment au point zéro. C'est-à-dire entrepreneur dans la cybersécurité, c'était très ésotérique. Il y avait très peu d'entreprises. Les investisseurs nous regardaient avec un œil un peu bizarre puisqu'on ne rentrait pas vraiment dans des cases, il n'y avait pas vraiment d'exemple de succès sur l'écosystème français. Aujourd'hui, on est passé dans un écosystème qui est beaucoup plus mature. Je crois qu'il y a 160 startups en France en cybersécurité. Il y a des fonds qui sont spécialisés dans l'amorçage de ces startups, certains qui sont spécialisés dans le développement de ces entreprises. Donc on a un écosystème qui est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus structuré et beaucoup plus fort. Maintenant, si on regarde côté face, j'allais dire, moi j'ai toujours le sentiment qu'on n'est pas assez différencié dans cet écosystème. Trop souvent, il y a des startups qui recopient ce que d'autres font parce que c'est des entrepreneurs qui sont des primo-entrepreneurs, qui viennent parfois du métier du conseil et ont identifié des choses nécessaires. Mais finalement, ce n'est pas parce que c'est nécessaire qu'on peut créer une entreprise autour de ça, puisque quand on est nouvel acteur sur un marché, il faut être différent et il faut regarder souvent les nouveaux usages ou les nouveaux risques. Il y a 10 ou 15 ans, on a tous eu un téléphone dans la poche. Il y a des solutions de cybersécurité pour la gestion des flottes mobiles. Il y a 10 ans, ou même quelques années maintenant, on a le cloud qui arrive et on a besoin de sécuriser le cloud. Or aujourd'hui, dans l'écosystème français, il y a peu de startups de sécurité des applicatifs cloud, par exemple, parce que cet usage-là, cette nouvelle dimension de l'IT n'a pas vraiment été pris en compte par les startups. Et dans un environnement où être différent, être positionné sur des nouvelles tendances, des nouveaux usages, des nouveaux risques, c'est impératif pour être capable de développer son entreprise, d'aller à l'international et de conquérir des marchés. Et donc, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs, essayez de vous poser la question de en quoi vous êtes unique, qu'est-ce que vous faites différemment, parce que des business angels comme moi, des fonds d'investissement, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas forcément le énième solution d'authentification ou le énième antivirus, si tant est que, j'allais dire, il lave plus blanc que blanc, un peu comme la vieille publicité. C'est très difficile à comprendre pourquoi l'antivirus détecterait un peu mieux qu'un autre si c'est le produit que vous lancez. Il faut vraiment apporter quelque chose de différent, travailler sa proposition de valeur, sa différenciation. Et c'est comme ça que l'entreprise va se développer. Ok, donc vraiment se différencier. Et
Est-ce que voilà, c'est quoi ta vision aussi en tant qu'entrepreneur du lien avec le monde de la recherche? Que c'est aussi une façon peut-être d'aller chercher des nouveautés, des cas d'usage qui sont plus ou moins utilisés. Est-ce qu'il y a t'as des conseils? C'est quoi voilà, c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que les écosystèmes qui réussissent et le travailler ensemble, puisque c'est aussi le thème de cette table ronde, c'est ceux où il y a une proximité entre les différents acteurs, à commencer par le monde académique et le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, on va dire que ça marche moyennement bien, voire pas si bien que ça. Et je pense que les torts sont partagés entre les deux mondes que je décrivais. Côté entrepreneur, il n'y a pas assez d'efforts faits pour identifier des nouveaux use cases, des problématiques concrètes maintenant, où il y a un problème maintenant, et donc des choses à mettre en place sur le marché dans l'année suivante et les années à venir. Identifier ces use cases et aller les porter au niveau de la recherche pour dire voilà mon problème, est-ce que vous avez une solution à ce problème? Et à l'inverse, côté recherche, on veut toujours être au-delà de l'état de l'art, toujours publier un nouveau papier, et c'est normal, c'est le but d'un chercheur que de publier quelque chose qui n'a pas été publié. Mais souvent, on oublie que l'entrepreneur ou le milieu des startups qui est autour, peut-être que l'état de l'art d'il y a 5 ans suffirait à résoudre le problème qu'il a aujourd'hui. Et donc, il faut que les deux mondes fassent un pas l'un vers l'autre s'ils veulent pouvoir collaborer, sinon on n'y arrivera pas, je pense. Donc vraiment, faire en sorte que ces deux mondes travaillent beaucoup plus, le monde académique, recherche et le monde de l'innovation des startups. C'est un des grands défis de la stratégie sur lequel le campus travaille aussi. Peut-être qu'on peut passer à la seconde phase de la table ronde. À la deuxième phase, effectivement. En tout cas, merci Laurent pour cette intervention. Quelque part sur cette maturité de cet écosystème, notamment sur les startups, parce que dans tout passage de maturité, si on regarde un peu les cycles de Gartner, il y a des très fortes montées. Donc là, tu l'as bien illustré, on partait de pas grand-chose il y a 10 ans. Maintenant, on est à 160 startups. Il va falloir aussi gérer cette maturité, et ton regard à la fois d'entrepreneur, serial à succès et d'investisseur est toujours très écouté. Et merci de participer à cette table ronde. Fabien, on va te laisser et on va passer à une autre personne du campus qui nous rejoint. Donc Anne-Sophie, je te laisserai te présenter. Parce que là, on a fait un tour d'horizon des travailler ensemble au niveau français sur le territoire. Florent a abordé un peu la dimension européenne et justement maintenant c'est travailler ensemble sur la dimension européenne, et donc notamment on a un nouvel EDIH. Donc, vous êtes tous effectivement ravis d'apprendre qu'il y a un nouvel EDIH. Donc Anne-Sophie va nous donner l'acronyme et en quoi ça peut nous aider, en quoi ça consiste. Bonjour à tous. Anne-Sophie Coléo, j'ai rejoint le campus cyber en janvier cette année pour un nouveau projet européen, EDIH pour European Digital Innovation Hub. Et je vais vous expliquer à travers quelques chiffres préliminaires pourquoi est-ce l'Europe s'est saisie de cette problématique d'assurer la montée en maturité cyber des PME. 3 chiffres importants à retenir. 120 000 €, c'est le coût déclaré aux assureurs par les PME qui ont subi une cyberattaque en 2022. 73% des PME qui ont été attaquées déposent le bilan dans les 3 ans qui suivent. Et le 3e chiffre important à retenir, c'est que 70% des intrusions dans le système d'information d'une entreprise sont dues à une action humaine d'un membre de l'entreprise. Donc on peut se poser la question, pourquoi malgré le fait que tout le monde soit au courant que la cybersécurité c'est important, et je pourrais faire le parallèle avec une politique publique que j'ai pu porter par ailleurs, c'est l'intelligence économique, c'est important, il faut s'en saisir, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place les solutions? Une PME, elle a plusieurs raisons. La première, c'est par où commencer? C'est un sujet pour geek à capuche dans une cave, l'un de vous l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis très loin de ce secteur d'activité, donc finalement, ça ne me concerne pas. Deuxième raison, c'est à qui faire confiance, ce qu'on appelle aussi le syndrome du garagiste. J'ai besoin d'une pièce, mais si je vais faire constater que j'ai un souci sur ma voiture, est-ce qu'on ne va pas essayer de me vendre des choses dont je n'ai pas besoin et finalement dépenser des sommes et des sommes que je pourrais allouer ailleurs? La troisième raison, c'est la ressource, à la fois financière et humaine. Une PME, elle travaille sur beaucoup de sujets en même temps. Un patron de PME, il est à la fois le DAF, le RH, le patron, le business developer. Et allouer encore un peu de son temps disponible sur le sujet de la cyber, c'est souvent compliqué.
Et la ressource financière, j'en ai parlé. Donc toutes ces raisons, on pourrait étoffer la liste, mais je n'aurai pas assez de temps pour en parler. Mais le problème, il se situe aussi du côté des offreurs. Comment est-ce qu'on fait pour sortir une offre aujourd'hui, lorsqu'on est un offreur de solutions de cybersécurité, de formation, à un prix auquel le marché est prêt à répondre? Dit autrement, les PME, elles ont besoin d'une relation interpersonnelle. Un patron de PME, il a besoin d'avoir quelqu'un en face de lui qui lui explique, qui lui vulgarise le sujet de la cybersécurité, qui lui explique juste quel est son besoin et en quoi il peut y répondre. Donc la confiance, la relation et la proximité. Et pour assurer ces trois piliers, ça demanderait un effort de prospection commerciale qu'aujourd'hui les offreurs ne sont pas en capacité d'offrir pour sortir un prix, une solution à un prix acceptable par les PME. Donc la justification pourquoi l'Europe s'est saisie de ce problème, c'est qu'il faut assurer la montée en maturité des PME, ça c'est une évidence, et il faut faire rencontrer ces deux mondes. Et la rencontre de ces deux mondes, c'est un EDIH, au cours duquel on va expérimenter des choses, et j'y reviendrai sans doute après, et assurer ce go-between. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est un EDIH, et particulièrement Cybia, que je représente aujourd'hui, qui est l'EDIH porté par le campus cyber pour la région Île-de-France, c'est devenir le personnel cyber-shopper de confiance et de proximité pour les PME. Donc on rappelle bien, donc, effectivement, au niveau de l'Île-de-France, donc là, c'est effectivement une présentation de pourquoi ce DIH. Et en préparant la table ronde, en fait, il y a une remorque qui revient facilement. L'Europe, c'est super, ça apporte plein de choses, mais en même temps, c'est tellement loin. Donc, si on raisonne un petit peu dans ce sens-là, comment est-ce que, voilà, sur le pratico-pratique, ça va descendre au sein des PME? Déjà, premier point que je n'ai pas dit, c'est qu'on a une subvention européenne. Donc l'Europe a mis de l'argent sur la table pour pouvoir assurer cette montée en maturité. Elle l'assure de deux manières, via le fonds Digital Europe, mais via aussi le fonds FEDER et le soutien de la région Île-de-France. En tout cas, pour notre cas, notre projet EDIH. Donc le premier bénéfice pour la France, c'est le subventionnement de l'Europe. J'y vois deux approches. À la fois un bénéfice pour les offreurs, parce que ça leur permet de mieux comprendre le marché des PME, d'adapter leur technologie, leurs solutions au plus près du besoin, et du coup d'être financés pour développer ces nouvelles fonctionnalités. Et pour les PME, c'est bien sûr la montée en maturité. En France, on a été 16 EDIH à obtenir le grant de la Commission européenne. Et au niveau européen, on est à peu près 200 aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une dimension. On a un marché qui est local, de proximité, et c'est celui qu'on va adresser via les EDIH. Une collaboration entre DIH français, nous sommes 16, et une collaboration également au niveau européen sur tout le réseau des EDIH. Donc pour les offreurs, c'est également et là je pense qu'on est pleinement dans le rôle du campus cyber, c'est permettre le rayonnement de nos solutions et de nos services françaises au niveau européen. Et pour les PME, c'est une manière d'assurer de manière pérenne leur business. Si l'écosystème de votre entreprise a confiance en vous parce que vous êtes monté en maturité sur votre digitalisation et votre cybersécurité de manière plus précise, c'est également un gage de pérennité et de durabilité de votre activité. Et on s'inscrit pleinement dans la démarche de NIS 2. Voilà, exactement, parce que NIS 2, donc peut-être un petit mot juste vraiment très bref sur NIS 2, juste comprendre que c'est un règlement européen qui viendra avec des déclinaisons françaises, mais qu'en tous les cas, c'est un terrain de jeu balisé aussi pour les entreprises françaises qui répondent aux besoins français. Ça peut évidemment servir pour l'exportation. Tout à fait. Tu rappelles juste NIS 2, ce que ça fait, ou le nom de la réglementation? Tu t'en charges, Florent? Top, on passe à Florent alors. Donc là, la transition est naturelle. On vient de parler effectivement des innovations technologiques, du besoin des clients. Donc toi, dans ta stratégie, tu as la double casquette, à la fois effectivement répondre aux besoins des offreurs
et renforcer la protection des PME. Bah, du coup, voilà, c'est quoi les sujets de l'État et de la stratégie d'accélération sur ce point? Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, hein, ces deux versants. On va parler un petit peu d'offres et un petit peu de demande, mais je veux commencer peut-être par cette notion qu'il y a effectivement une réglementation qui arrive, d'accord, qui est la directive Nice 2, qui fait suite à la directive Nice, la directive Nice, vous la connaissez peut-être sous le nom de la loi sur les OIV OSE, d'accord. Donc vous avez peut-être entendu parler ces quelques dernières années, la LPM. Et donc du coup, Nice 2, c'est la continuation de ça, c'est l'extension des obligations qui sont posées en termes de cybersécurité sur le tissu, sur certains secteurs industriels français, et l'extension de ces obligations-là de à peu près quelques centaines de bénéficiaires de ces obligations-là à quelques dizaines de milliers. D'accord ? Donc c'est une extension significative du scope des demandes de mise en sécurité qui sont portées sur les entreprises françaises. Ça, c'est important. Donc, parmi les demandes et parmi les exigences, il y a des choses comme celles qui ont été rappelées par Jacques tout à l'heure, typiquement de correctement savoir instrumenter son réseau, son système, d'accord, pour pouvoir détecter des attaques, pour pouvoir remonter et partager les informations, peut-être certainement pas à tout le monde, mais refaire ce retour d'expérience. Et puis, il y a en plus de ça, un aspect sanction qui est que si on ne le fait pas, ça se passe potentiellement mal d'un point de vue législatif, y compris en termes de sanctions financières. Et donc Nice 2 arrivant, donc Nice 2 a été approuvée, d'accord. Maintenant, elle est dans cette phase de déclinaison législative. Elle devrait arriver avant le milieu de l'année prochaine sous forme de déclinaison législative française. Et donc, et d'ailleurs, juste pour finir sur Nice 2, il y a une consultation qui est en train d'être lancée sur le sujet par l'État français et par le biais des équipes de l'ANSSI pour pouvoir recueillir de la part de l'écosystème français leur retour, leur desiderata, d'accord, que ce soit en positif ou en négatif sur leurs craintes, mais aussi leurs espoirs sur cette loi-là. Et elle est bien porteuse de crainte et d'espoir. D'accord ? La crainte et le risque, c'est que ces sanctions réglementaires-là, si on n'est pas prêt à y répondre, eh ben, le tissu industriel français, et en particulier les PME qui sont dans la chaîne d'approvisionnement des grands groupes, des grandes installations, des grandes infrastructures, vont subir de plein fouet l'application réglementaire de cette loi et donc les conséquences négatives si jamais ils ne sont pas capables de monter en niveau de sécurité, de maturité cyber. D'accord ? Et donc là, évidemment, ça c'est le bâton. D'accord ? En face de ça, on a un choix délibéré de l'État français de mettre une carotte, c'est un accompagnement, en disant on sait que ça va être dur, on sait que ça va être potentiellement être stressant pour vous, pour toutes les raisons qu'a bien souligné Anne-Sophie tout à l'heure en termes de difficulté d'adoption de la cybersécurité par des petites structures. Et donc du coup, on va vous aider. Et on va vous aider d'abord en mettant à votre disposition un certain nombre de dispositifs. On peut discuter sur le fait qu'il y en a beaucoup, mais de mon point de vue, on n'en a pas encore assez, de certaine manière. On a beaucoup de travail devant nous, donc c'est bien d'en avoir plusieurs, qui permettent ces dispositifs pour les PME en général, hein, pas que les PME de la cyber, d'abord de diagnostiquer où ils en sont, de mieux comprendre, y compris dans une relation humaine, et j'ai bien aimé ça dans ta présentation, dans une relation humaine et de confiance, où est-ce qu'on en est, c'est quoi le diagnostic, quels sont les problèmes, et puis ensuite, face à ce diagnostic-là, une liste de priorisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on priorise notre plan de réponse face à ça, et comment est-ce qu'on est accompagné, y compris par l'État français, sur le modèle de ce qui a été fait dans le cadre du plan de relance il y a quelques années, dans l'achat et la mise en commun d'achat, qui permettent d'équiper et de répondre aux contraintes qu'on a en termes de cybersécurité. Ça, c'est la partie contrainte, c'est la partie carotte et c'est la partie demande. Ça, il faut équiper les gens, qui en ont besoin. Il y a aussi une partie offre, d'accord, en cybersécurité, c'est-à-dire que équiper une PME, c'est pas la même chose qu'équiper un grand groupe du CAC 40. Équiper une PME, ça veut dire disposer d'outils, ça veut dire disposer de méthodologies, ça veut dire disposer d'équipes qui ont une façon d'interagir qui est un petit peu différente, qui peut être adaptée parfois, mais qui est un petit peu, voire des fois fondamentalement différente de la façon dont on interagit avec un grand groupe qui a des équipes, un RSSI de un ou voire plusieurs RSSI, une structuration qui est un petit peu différente. Et donc les solutions technologiques qu'il faut qu'on mette en face de ça, sont elles aussi potentiellement très innovantes. Ça veut dire comment je peux faire de la cyber quand j'ai, y compris un chef d'entreprise qui lui-même joue le rôle de RSSI à temps partiel et à temps des fois très partiel, et comment est-ce que je peux lui donner des outils, des moyens, des approches qui lui permettent de répondre à cette question-là sans être dédié à temps plein sur le sujet, et de comprendre et de maîtriser, pour revenir à cette histoire de maîtrise dont je parlais au début de notre intervention,
comment est-ce que je fais pour maîtriser ma transition numérique dans ce cadre-là. Et là-dessus, il y a un certain nombre de travaux qui sont lancés, en particulier dans le cadre du grand défi cyber, en particulier dans sa tranche 2 du grand défi, avec plusieurs des lauréats de la tranche 2 qui s'intéressent et qui travaillent sur le sujet de l'accompagnement et l'aide aux PME. Voilà. Oui, effectivement. Il y a eu déjà des appels à projets lancés. Il y en aura d'autres justement sur segments particuliers, donc des PME avec des offres dédiées. Un sujet très important. Laurent, on repense donc à ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc du coup, toi, tu t'adresses effectivement à des sujets à fort potentiel. On voit effectivement dans le discours les deux offres, les offres dédiées grands comptes, les offres dédiées PME sur des thématiques assez proches. Donc finalement, comment est-ce que tu accompagnes, comment est-ce que tu détectes, comment est-ce que tu fais ce passage à l'échelle pour les offres cyber pour les PME? Je pense qu'il faut, comme ça a été dit précédemment, il faut bien penser ce que c'est qu'une PME. Une PME, c'est peu de ressources humaines informatiques. Parce que si vous prenez même des grandes PME, mettons 200, 250 personnes, vous allez avoir 2-3 personnes qui font de l'informatique. Et ces 2-3 personnes, elles ont déjà, c'est simple, 200 PC, des dizaines de serveurs, des dizaines d'applications. Donc rien que l'opérationnel, le courant, prend 100% de leur bande passante, voire 150% quand ils sont appelés le week-end. Donc arriver vers ces gens-là et leur dire, vous savez quoi, en plus de ça, vous allez devenir RSSI, Threat Intel Officer, non, jamais de la vie, c'est pas possible. Et moi je pense qu'il faut, et on l'a dit, aujourd'hui l'essentiel des offres, elles sont de services et de produits à destination des grands comptes qui sont faits pour des gens qui ont le temps et les compétences de les exploiter. Il faut revoir ça et faire en sorte que, comme quand on va chez le médecin et que le médecin vous dit vous êtes malade et voilà le traitement, et que les PME puissent consommer un service outillé, efficace et qui permet d'agir. Parce qu'aujourd'hui, l'un des freins, je pense, à l'adoption de cyber dans les PME, c'est que les services proposés et les produits proposés sont trop encore sur le diagnostic et pas sur la mesure corrective. C'est bien beau de détecter ce qu'on appelle des vulnérabilités, des failles, des problèmes, de l'audit. Ce qu'on fait dans les grands comptes, puis ensuite on a des armées de gens à la DSI pour les corriger. Mais une PME, non, à la limite, savoir qu'elle est malade, elle s'en fiche. Ce qu'elle veut, c'est être en meilleure forme, avoir une action qui est prise en compte. Et ça, aujourd'hui, dans l'écosystème à la fois d'offreurs de produits et de services, c'est pas totalement encore le cas. Alors ça passait aussi par des initiatives autour de labellisation. Ça répond en partie sur le côté confiance. Est-ce que tu penses qu'il faut renforcer ces axes-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? La labellisation, je pense qu'elle est essentielle pour éviter le syndrome du mauvais garagiste, comme on en parlait avant, et de se faire, entre guillemets, arnaquer par quelqu'un qui n'en aurait pas les compétences ou qui chercherait uniquement à des fins, j'allais dire, bassement commerciales. Par contre, je pense qu'il faut que les acteurs de confiance proches des PME puissent agir. Aujourd'hui, une PME, en général, elle a un intégrateur informatique qui gère en partie avec elle son parc. Ces gens-là, c'est de la confiance. Ils ont la confiance du dirigeant. C'est les premières personnes auxquelles le dirigeant va se tourner. Il y a une étude qui a été faite par Microsoft l'année dernière qui montre que 60% des achats de produits de sécurité des PME passent directement par leur intégrateur. Donc le chef d'entreprise ne se pose même pas la question. Il appelle son partenaire de confiance qui gère en partie son informatique et il prend le produit qui est distribué par cette société. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous qui créons des produits aussi, bien évidemment. C'est avec ces gens-là qu'on doit travailler. Mais c'est ces gens-là qu'on doit réussir à faire monter en puissance pour qu'ils fassent un service de meilleure qualité, qu'ils fassent plus de choses pour les PME. Et bien évidemment, ça passe par beaucoup d'innovation. Historiquement, le lien entre la frontière produit-service était très ferme. Soit on faisait un produit et ensuite on avait des sociétés de services qui allaient les mettre en œuvre, les déployer, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés qui font un investissement technologique massif dans la cyber et dans l'IA pour automatiser leurs services et qui ensuite ont un business model de service. Et donc, ils font ce qu'on appelle du service managé. C'est peu développé encore en Europe et en France. Ça arrive à maturité aux États-Unis aujourd'hui où les gens prennent en main les choses, mais c'est parce qu'ils ont l'ingénieur cybersécurité augmenté avec de l'IA qu'ils arrivent à délivrer un service à coût réduit et à coût faible. Donc, encore une fois, c'est pas toujours
les IA qui remplacent, ou enfin l'espèce de discours basé sur la peur qu'on entend souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour augmenter le niveau de qualité des services, diminuer les coûts et rendre ça accessible aux PME. Ok. Effectivement, la peur, c'est bien, c'est qu'avec elle, on ne fait rien. Donc comme ça, au moins, on est tranquille, la catastrophe est au bout du chemin. Mais merci effectivement de ce rappel. Jacques, un double regard sur cette scalabilité chez les PME, parce que toi, tu viens historiquement plutôt grandes entreprises, et puis du coup, tu attends et tu vises ces segments en dessous. Alors oui, en fait, effectivement, Laurent a un peu tout dit. Hein, donc, non, mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, avec assez peu d'outils, aujourd'hui, on arrive à réduire le risque pour une PME de proche de 100%. Et ça, en fait, il faut le redire. C'est-à-dire que c'est bien plus simple qu'on ne le croit. Si on en prend 3, déjà, c'est une sauvegarde à chaud et à froid. Donc, une sauvegarde qui est connectée et une autre qui est isolée en cas de problème. Ça, c'est la base. Un antivirus, c'est la base, et un sensor endpoint ou réseau, NDR ou EDR. On prend ces 3-là, on est proche de 100% de couverture du risque cyber. Et pour les PME TPE, déjà, elles ont écarté une grande majorité. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Aujourd'hui, quand les opérateurs télécoms vendent des box aux professionnels avec des antivirus, sur 10 licences antivirus vendues, il n'y en a qu'une qui est installée. Donc, en fait, ça veut dire qu'au final, il y a de nombreux outils qui sont déjà mis à disposition des TPE, des PME et qui ne sont pas utilisés. Donc si jamais on commençait par déjà des bonnes pratiques de base, et après les grands experts vous diront toujours qu'il manque 5-10% de couverture, mais celle-là, elle est plus pour les grands comptes et pour les gouvernements qui ont plus de moyens et qui ont plus d'enjeux globaux. La simplicité est déjà disponible et depuis longtemps, c'est aussi, je pense, un manque de ressources, un manque de prise de conscience et de bonnes pratiques de base qui sont là. Merci Jacques. On a oublié de reciter un acteur, cybermalveillance.gouv.fr. Florence, tu veux juste peut-être en dire 2 mots sur qu'est-ce qu'on peut trouver et puis l'importance de cet acteur? Oui, cybermalveillance.gouv.fr, c'est un pour les PME, déjà pour les PME. Voilà, c'est un GIP, d'accord, c'est un groupement industrie publique, d'accord, donc un mélange dans cette idée de mélange entre le public et le privé et dans cette idée que rappelait tout à l'heure Laurent, qui était la partie mettre en commun un certain nombre de ressources. C'est un groupement qui maintient de son côté une veille sur les menaces, sur l'activité des menaces, qui maintient à disposition, en particulier à travers un site web, une capacité à déclarer et à se faire orienter quand on est un petit acteur, quand on est une PME, une TPE, quand on est un citoyen parfois, d'orienter ces demandes-là vers comment est-ce que je fais. D'accord, mon ordinateur ce matin s'allume bizarre et me dit qu'il faut que je paye des bitcoins à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les prochaines étapes? Quand on est dans cette situation-là, cybermalvoyance.gouv.fr permet d'aller traiter ce sujet-là, de se faire réorienter vers des prestataires de confiance. En local. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, on n'aura pas tous le réflexe d'aller voir le guide quand ça nous arrive, mais le seul et unique réflexe, c'est vraiment cette adresse mail là, et ce site cybermalveillance.gouv.fr, et vous aurez tout, et vous aurez un contact qualifié en local, et ça, effectivement, c'est un premier point. Et on double ce dispositif-là qui a montré maintenant sa valeur, qui continue de se positionner, et vraiment, je vous incite à aller voir. Mettez dans vos bookmarks, ça peut arriver à tout le monde, vous le savez peut-être malheureusement trop. Donc mettez-le dans vos bookmarks. Il est possible que vous ou quelqu'un de proche de vous en ait besoin un jour, donc gardez-le en tête. On double ce dispositif aussi du déploiement de CSIRT, de centres de sécurité, de traitement des incidents de sécurité dans les régions, au plus proche aussi des citoyens, au plus proche des entreprises, pour pouvoir leur permettre de répondre rapidement à de la menace cyber. Ça, c'est un sujet important d'avoir ce réseau et ce maillage de CSIRT qu'on construit en complément, en intelligence avec cybermalveillance.gouv.fr et puis évidemment les équipes de l'ANSSI qui, elles, au niveau national, s'occupent de traiter des menaces qui sont à cette échelle-là.
effectivement un acteur qu'on n'a pas cité, l'ANSSI, mais évidemment son ombre plane sur cette table ronde et tu peux les représenter d'une certaine façon en tant que représentant de la présence de l'État à cette table ronde. On va. Oui, vas-y. Si je veux juste, si j'ai encore une demi-minute, vas-y. Je veux en particulier souligner ce qui a été dit là il y a quelques minutes autour des opportunités autour des PME dans la cyber, d'accord. Et vous l'avez dit, Anne-Sophie l'a un tout petit peu rappelé, mais je veux vraiment insister sur le sujet. NIS 2, la directive va s'appliquer partout en Europe et va demander partout en Europe à beaucoup de monde, d'accord, des centaines de milliers d'entités à l'échelle européenne, de se mettre en conformité en termes de cybersécurité et de s'équiper avec des nouveaux produits, des nouveaux services, des choses qui sont plus intégrées. Ça veut dire que, évidemment, il y a la contrainte, évidemment, de notre côté, il faut qu'on accompagne les boîtes avec la carotte, mais il y a aussi une opportunité marché hallucinante, d'accord, qui est d'aller équiper à l'échelle d'un continent, à l'échelle du plus gros marché, un des plus gros marchés mondiaux dans le numérique, l'ensemble de cet écosystème-là. Il faut aussi garder en tête que cette initiative-là, elle fait tache d'huile, d'accord, et que de l'autre côté de l'Atlantique, à travers en particulier les décisions, la stratégie de la Maison-Blanche qui a été publiée en janvier-février dernier, si je me rappelle bien, et les premiers executive orders de la Maison-Blanche qui sont tombés là à l'été, on voit un alignement sur cette volonté d'aller mieux équiper, d'imposer un certain nombre de choses au tissu industriel, cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, n'oubliez pas, et ça c'est particulièrement important, que certes, NIS 2, c'est les contraintes, certes, NIS 2, c'est une façon d'être meilleur nous, mais c'est aussi une incroyable opportunité de capture de marché et de leadership en Europe et dans le monde. Sur lequel, aujourd'hui, personne n'a vraiment la solution, puisque pour échanger régulièrement avec des fonds d'investissement américains ou des fonds de private equity américains, c'est les premiers qui sont pourtant investis dans la cyber et qui voient des énormes boîtes qui ont un marché internationaux, grands comptes, etc. Le discours régulier, c'est l'Europe, c'est un marché de small, medium business. Nos entreprises dans lesquelles eux, ils ont investi aux États-Unis n'arrivent pas à pénétrer ce marché parce que, on le sait tous, c'est pas un seul marché, c'est N marchés. C'est le marché français, le marché allemand, le marché autrichien, etc., avec des caractéristiques, des langues différentes, etc. Donc, nous, Européens, c'est à la fois un challenge, mais c'est aussi une énorme opportunité, comme le dit Florent. Merci pour ce point. Et Jacques, peut-être pour terminer, parce qu'on dit toujours la cyber, ça n'arrive qu'aux autres. Alors toi, tu as la chance d'être doublement exposé. Si tu peux juste raconter la petite anecdote là, sur les attaques qu'effectivement tu as pu voir tout récemment par rapport à tes annonces et confirmer qu'effectivement ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, donc effectivement, j'étais avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à Kiev, en Ukraine, la semaine dernière. On a fait des grandes annonces. On était une vingtaine d'industriels du numérique et de la défense qui ont signé des agreements avec des autorités ukrainiennes. Et donc nous, on avait anticipé en amont qu'on allait avoir un effet retour assez rapide sur notre infrastructure. Et donc on a effectivement subi, dès que les annonces ont été faites sur Twitter et dans les CP des ministères, et que les photos sont sorties. Et en plus, nous, on avait été interviewés par des médias français comme Le Monde et Le Figaro. Donc, les noms ont été assez vite extraits. Et donc, on a eu une augmentation massive du nombre de connexions sur nos sites et de tentatives d'infiltration sur nos systèmes. Bon, ça, on le savait avant, donc on avait anticipé. Et les membres de la délégation avaient été évidemment prévenus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de ça, aujourd'hui, le cœur de l'affrontement cyber, il se joue en Ukraine. Et c'est là, en fait, où en Ukraine, on arrive vraiment à être au plus proche des menaces les plus récentes et qui vont après permettre à nos outils de protéger l'ensemble des infrastructures françaises et européennes. Et donc, il faut être vraiment au plus proche de ces menaces pour pouvoir les connaître, les bloquer et réagir après. Merci Jacques pour ce dernier mot. Donc effectivement, le côté obscur travaille ensemble parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Donc nous, on a vu qu'effectivement, au travers du campus,
On a trouvé un moyen réel, efficace et qui produit des premiers résultats et donc on va continuer sur cette lancée. Vous allez continuer sur cette lancée. On a énormément parlé de la confiance, donc on le redit, le site cybermalveillance.gouv.fr et le site de l'ANSSI et tous les guides aussi qui sont à disposition, mais il commence à en avoir beaucoup aussi. Et effectivement, l'approche nouveaux usages, nouvelles techno, donc nouveaux risques. Donc bah, écoutez, nous en tous les cas, BPI France, on sera ravis de vous raccueillir pour une nouvelle session cyber, je pense, l'année prochaine, parce que de toute façon, il y aura encore quelque chose à dire. Et donc, je repasse la parole à Yann pour un dernier mot de conclusion. Non mais, merci à tous. Je pense qu'on a vu voilà, que la cybersécurité, c'est un enjeu qui nous concerne tous. On a la chance d'être dans un pays où on a le gouvernement et notamment le SGPI que représente Florent, qui a mis des moyens considérables. On a la chance d'avoir des structures comme la BPI qui soutiennent l'innovation. On a besoin d'innover pour inverser le rapport de force par rapport aux attaquants. On a un énorme enjeu de passage à l'échelle, on le voit, notamment pour les PME. Encore une fois, 4 millions d'acteurs à protéger dans les prochaines années. C'est à la fois une super opportunité, mais c'est aussi une responsabilité énorme pour nous, acteurs de la cyber. Et on a des super entrepreneurs et investisseurs qui sont en train de donner énormément d'énergie pour adapter leurs solutions à ce marché. Donc c'est à suivre et puis à l'année prochaine. Et n'hésitez pas à aller sur le site du campus, et notamment suivre les travaux du Studio des Communs qui met en avant régulièrement des nouvelles ressources pour être plus forts ensemble. C'est vraiment le sens du campus. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci bien. À bientôt. Au revoir.